Bonsoir à tous, bonsoir Paris, il est 19h, ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Radio Sport pour décrypter l'actualité et vous proposer également le meilleur du meilleur, bien sûr, avant la grande soirée olympique. Ouh là là, ça touche à sa fin. Hein. On est vendredi, il reste plus que 2 jours avant la cérémonie de clôture qui sera électro. On va pouvoir chanter, on va pouvoir danser toute l'équipe avec Fabrice Arad en tête qui prépare ses platines. Salut boss. Salut tout le monde. J'ai fait un super choix. 24 titres, tu vois, ça va être l'ambiance, tout ce qu'il faut, quoi, tu vois. On n'aura pas de problème de droit. Oh non, on va tout faire, ça va être la musique, ça va être ambiance, quoi, tu vois. Mes hommes à casquette préférés sont là. Après Fabrice, voici la légende sortie à peine de chez Domitis. Il est là, il mise la bicycletta. Comment il va, Jérôme? Ça va très bien. J'ai mis une casquette. Hein. J'ai changé de casquette, mais hier j'ai pris froid. J'ai plus beaucoup de cheveux. J'ai plus beaucoup de cheveux, mais du coup j'ai pris froid, donc j'ai remis une casquette. Ouais, tu sais quoi? On ne sait plus comment s'habiller. On ne sait plus comment s'habiller. À Paris, c'est terrible. Capitale de la mode. On va retourner sur la côte. Hein. Oh là là. Étienne Bonamy va nous rejoindre dans un instant. Bien sûr, il est allé se promener à Vers-sur-Marne. Quand je dis promener, il travaille. C'est la Bible tout de même. Hein. Il nous parlera de paraviron ce soir et surtout de canoë-kayak, puisqu'après l'aviron, on a changé d'embarcation. Nos experts vont nous rejoindre d'ici 10 minutes. Eux aussi ont un handicap et ils voient les jeux différemment, mais ils voient les jeux aussi comme nous. Et ce matin, on s'est on s'est régalé avec Christelle Ribaud, notre paracycliste, parce qu'on s'est envoyé plein de pronos sur les courses du matin. Et on avait chacun notre avis sur la tactique, que normalement, quand t'as 2 Français dans une échappée de 4, comment ça allait se passer. On s'est pas trop trompé, on vous en parlera tout à l'heure. Tout comme la natation, où on aura plaisir à nous rappeler qu'on a encore une médaille avec sa copine Emeline. Et puis on a vu un incroyable nageur, on vous dit que ça dans quelques instants. Sans oublier le coup de cœur de celui qui est rentré à Morzine, après son passage à Paris. Yann Tabarlet, qui nous rejoindra avec son coup de cœur habituel. Et puis témoignage ce soir, pas inintéressant. Depuis le début, j'en parlais, moi je suis assez subjugué par la façon de courir, le côté stratégique, le côté pratique aussi des guides pour accompagner les champions, notamment les malvoyants. On a Timothée Adolphe qui a fait médaille d'argent, 2 médailles d'argent en 100 mètres et 400 mètres. Il sera avec nous tout à l'heure et il nous expliquera un peu sa façon de courir avec des guides que nous avons rencontrés, Charles et Geoffrey, qui nous parleront de la difficulté, du temps que ça prend. Il faut au moins 4-5 ans avant que ça fonctionne, l'alchimie de tous les jours ou comment se placer même tout simplement sur la ligne de départ et surtout ne pas arriver avant son concurrent préféré au moment du passage de la ligne d'arrivée. Jessica Fallour pour la santé sera avec nous comme tous les soirs. On parlera des bienfaits peut-être de ces Jeux paralympiques sur vous, notre façon d'aborder les choses. Le top 5 de Jules, sans oublier le défi de Jérôme Armand qui aujourd'hui devait aller placer. Et oui, les agitos tout près, finalement, des anneaux olympiques, peut-être sur la Tour Eiffel, qui sait où, sur les Champs-Élysées, sur l'Arc de Triomphe. Oui, on a essayé, hein, vous verrez. On s'est rendu à l'Hôtel de Ville. Hein, voir Madame Hidalgo. La décisionnaire, c'est Madame Hidalgo. On s'est rendu à l'Hôtel de Ville. Voilà, donc on a essayé de poser des questions. Elle n'était pas là. Donc je vous en parlerai un petit peu des agitos et des anneaux, mais comme on était rentré dans l'Hôtel de Ville, on a pu aller voir quelque chose. Et clin d'œil juste avant 20h avec nos amis de Sport et Tourisme, avec David Savary sur le tourisme adapté, le sport également, bien sûr, en cette période de Jeux paralympiques. 19h03, plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Fabrice, les médailles du jour, vas-y, on peut compter. On avait 61 hier, je compte en même temps. Oui, et on en a 65. Voilà. Mais tu noteras qu'il n'y a pas de Marseillaise. Ah non, t'as pas mis de Marseillaise? Bah non, il n'y en a pas. Ça me manque, on peut pas en faire une pour Non, aujourd'hui on peut pas, parce qu'en fait, les seconds du jour, ils sont tristes, parce qu'ils n'ont pas réussi. Heidi Gauguin, elle a une belle médaille d'argent, mais elle se fait chipper la victoire de peu sur la course en ligne, en C4-5, même scénario chez les garçons avec Kevin Lecoeuf. Kevin Lecoeuf, il finit, battu au sprint, médaillé d'argent. Bah, c'est quand même 2 belles médailles, hein, mais c'est pas de Marseillaise. Pareil, toujours pas de Marseillaise avec Alessandre Lovera avec son pilote, Johan Payot. Ils ont décroché une belle médaille de bronze pour la course en ligne en catégorie B, mais pas de Marseillaise, toujours pas de Marseillaise non plus, mais une belle médaille de bronze à la piscine. Emeline Pierre, elle a obtenu le bronze en natation sur le 100 mètres d'eau en S10. Donc tu vois. J'ai une médaille en piscine, j'ai une médaille en jacuzzi moi aussi. Bah voilà. Et maintenant, si tu veux parler sérieusement, attention, il y en a qui ont des médailles d'or. Sur les Chinois, ils en sont à 79. J'arrête pas. 79 médailles d'or, 60 d'argent, 40 de bronze, ça leur fait 179 breloques. Si tu vas le second, c'est la Grande-Bretagne. 40 en médaille d'or, tu vois déjà le gap, 79-40. 31 en argent, 21 en bronze, 92 médailles. Les États-Unis, 29, tu vois le gap encore, t'as vu ça, pour basculer à chaque fois. 35 en argent, 18 en bronze, 82 médailles. Les Pays-Bas, 4e, ils sont quand même passés devant nous. Ils en ont 23 des médailles d'or, 13 en argent, 8 en bronze, 44 médailles en tout. Et sais-tu qui nous fait mal aux pieds en ce moment ?
Pays-Bas, Angleterre, Italie. C'est l'Italie. Ah bah L'Italie voilà. qui nous a chippé. Et les trois fameuses médailles qui nous manquent pour passer devant eux, les médailles d'or, les fameuses Marseillaises qu'on n'a pas, ils ont 20 médailles d'or, 13 d'argent, 29 de bronze. Ce qui est dommage parce que ça leur fait 62 médailles, tu vois. Tu vois les trois Marseillaises. C'est pour ça que ils sont tous tristes un petit peu, mais ils ont des belles médailles. C'est un signe, je te dire. Tu connais Donnarumma? Non. Un athlète paralympique? Non, je plaisante. Gigio. Mais non, Comment tu vois pas qui. Tu connais pas Donnarumma, le gardien du PSG qui boit du Ricard? Mais comment le Ricard? Mais non, c'est France-Italie ce soir, donc c'est un signe. Ça compte, Fabrice, la médaille? Tu nous mettras la. Si on gagne, tu nous mets la Marseillaise demain ou pas? On verra. Parce que tu auras la Marseillaise avant le coup d'envoi. Comment oui, ça, ça c'est si vrai. on Ça c'est gagne vrai. On va gagner. Oula, contre la Belgique et l'Italie en Ligue des Nations. Mais C'est au Parc des Princes. Hein, juste, vous savez que la France, quand même, là, on se fait l'Italie en foot. Et vous avez vu, on sait si foot. Oui, on sait si foot. On en parle ou pas de l'Argentine? L'Argentine, c'est demain à la place du Brésil, hein, quand même. Parce oui, alors mais l'Argentine, on en parle de l'Argentine qui nous pourrit la vie depuis tout l'été, là? On va les battre. On va les battre. Ils n'auront pas de mots vulgaires et grossiers. On va les battre. Et puis ils n'ont plus Messi, ils n'ont plus Maradona, on sait si foot. Et puis ils n'ont plus le gardien, là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est toujours en train de chambrer. Là. Bah oui, mais tu crois que notre numéro 10 français ne chambre pas, lui? Le buteur d'hier. Attends. Qu'as-tu fait de ta journée, mon bon Jérôme, à part ton défi? Est-ce que tu t'intéresses un peu à ce qui se passait? Est-ce que tu es allé voir ton ami Yannick Noah, qui t'a apporté la Coupe d'Europe, par exemple? Oui. PSG. Mon ami Yannick Noah, le 8 mai 1987. Je voulais simplement dire qu'on parle des médailles, mais il y a encore, on est au J9 hein, des JO paralympiques. Il reste encore 2 jours, demain, samedi et dimanche. Il y a encore un nombre de médailles à distribuer en tennis, en basket. On n'y est pas forcément, nous les Français. En judo, on n'a pas gagné un match. En judo, en canoë, en équitation. Tiens, chance de médaille. Etc. Bon. Il y a un nombre de médailles. Si là-dessus, on n'a pas encore des médailles d'or, moi je dis... Escrime, on n'a pas eu de médaille. Non, mais oui, mais il en reste encore... Non, mais ce que je veux dire, il en reste à distribuer. Une médaille qu'on attendait, et on n'a rien eu en tennis, et c'est là qu'on revient sur Yannick Noah, parce qu'on en a parlé, ils étaient en double, hein, la paire double Cattaneo-Houdet. Yannick Noah, il avait été pris pour motiver les troupes, on en avait fait... C'est une super idée. On a fait un sujet l'autre jour, Yannick, il leur donne des conseils, non pas qu'ils connaissent le fauteuil, on l'avait dit, mais qu'il connaît quand même parfaitement le tennis. C'est quand même le dernier Français qui a gagné Roland-Garros, donc en 83. Et Bernard Hinault, le Tour de France. Le Tour de France, ça fait longtemps qu'on n'a rien gagné dans ces disciplines. Ouais. Ceci dit, Yannick, il était pris pour motiver, pour donner des conseils, observer. On l'a vu, il a observé. Alors, il y a eu des... Pas arrêté de faire l'imbécile, en plus. Il a fait l'imbécile, il a chanté, il était ravi pendant la cérémonie d'ouverture. Voilà, donc, Saga Africa, attention les secousses, il n'y a pas eu beaucoup de secousses sur le tennis. Mais voilà, moi je pense que c'est positif quand même, il faut toujours voir le côté positif. Dommage qu'il a porté un petit plus, tu vois, dès la cérémonie, tu as raison, même avant, voilà, il a récupéré l'équipe au mois de décembre, et il a porté son savoir, il n'a jamais joué en tennis fauteuil avant. Oui, alors... Il a découvert, tu vois... Alors, techniquement, c'est un peu compliqué, sauf que le bras et le mouvement du bras, c'est presque la même chose. Par contre, tactiquement, Yannick Noah, il a une culture tactique, il a une culture de préparation physique, de préparation mentale. Voilà, mais ça n'a pas marché, mais ça valait le coup de tenter quand même. Ça valait le coup de tenter. Alors, pour être allé hier après-midi, ils avaient bâché parce qu'il pleuvait, je suis allé voir le double dame. C'est vrai que c'est quand même fastidieux. C'est long parce que pour marquer un point, le service t'avantage pas, c'est un peu comme au paddle. Et surtout en double, par rapport au simple, tu prends une grande partie du terrain 2. Tu as droit à 2 rebonds, bien sûr. Souvent, ils ne servent pas à grand-chose, les 2 rebonds. Tu pourrais peut-être imaginer même un tie-break avec un seul rebond pour mettre un peu plus de piment. Il y a des moments où tu t'endors un peu. Oui. Je te cache pas où c'est un peu. Par contre, il y a des points, spectaculaires. C'est pas parce que c'est des dames, hein, attention, hein, parce que tu sais, il y a toujours le débat entre les hommes et les femmes qui ont le samedi la finale et que ça va un peu moins vite et jouent moins longtemps parce que c'est moins télévisuel et c'est trop long. Donc pour certaines personnes. La parité est respectée, je rassure les dames qui nous écoutent, parce que tu gagnes la même chose que Federer quand tu es une dame à Roland-Garros. C'est le même prize money. Mais c'est vrai qu'hier, pour mettre un point au bout de 15 échanges qui sont un peu des ronds comme ça, parce que l'amorti, ça sert pas à grand-chose que les 2 rebonds. Il faut vraiment que l'amorti soit génial. Tu vois, par contre, par rapport à ce que tu dis, et ça m'a étonné l'autre jour, dans le match, c'était la demi-finale entre les Anglais et la paire française. Moi, je croyais que finalement, et on voyait depuis le début ce que tu viens de dire, c'était du renvoi en déplacement en fond de cours, etc., du renvoi de balle, etc. Éventuellement, on accélère à un moment donné. J'ai vu à un moment donné l'Anglais, il est monté au filet. Donc, t'imagines comment on monte au filet avec le fauteuil rapidement, etc. Pam, il a fait un smash. C'est un des points les plus spectaculaires que j'ai vus durant tout ce tournoi. Oui, et je dis au double dame hier, quand même, il y avait une des 2 jeunes filles, par exemple, qui est montée
montait assez souvent, mais il y a eu très très peu de montées à la volée. Parce qu'en plus, le problème quand je joue qu'un bras, par exemple, comme le bras droit, le bras gauche, ça te sert à accélérer et à freiner aussi. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Bon, voilà, petit clin d'œil au tennis, c'est un Stéphane Houdet qu'on adore et qu'on essaiera de recevoir d'ici dimanche parce que il a une vision, lui, depuis ses médailles de Londres. C'est la première fois qu'aux Jeux Olympiques, il rentre sans médaille. En plus, il rentre à la maison, donc voilà. Mais il a rendu heureux ses enfants qui étaient heureux de venir le voir sur le... C'est la fête, hein. C'est la fête. C'est comme la petite Française que j'ai vu en natation ce matin, par exemple, qui était très déçue dans une série pour des déficients mentaux. Et c'est vrai que la pauvre, elle a terminé 4e parce qu'elle a manqué un peu de jus sur la fin. Elle dit, je suis nul. Mais non. Avec son handicap, déjà, elle m'a fait une peine, t'avais envie d'apprendre dans tes bras, voilà, consoler, quoi. Je dis, mais c'est pas grave, tu reviendras dans 4 ans. Et Nolan sera à tes côtés en plus, c'est ça qui est génial. Dans le coup de cœur pour terminer, hier est passé... C'est Nolan qui attend. Oui, mais est passé en 10 secondes, qui est passé au Club France, notre petite, j'ai oublié son prénom, qui a gagné à la Boccia. La Boccia. Ah, bah oui. Elle a été joyeuse, elle a empli de joie ce Club France. Bah oui, elle était magnifique à la Boccia, bien sûr. Hein. C'est vrai qu'elle était avec sa guide en plus, bien sûr, qui était là. Cher Nolan, je parlais de Demoiselles du matin. Ça n'a pas été la plus grande journée pour la France, mais on a quand même une médaille. Bonsoir à toi, Nolan. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Oui, effectivement, une médaille, c'est déjà pas mal. Hein. Oh, tu te contentes de peu ce soir. Tu sais quoi? On dirait un supporter grenoblois de rugby. Oh, je ne vais rien dire. Toulousain. Allez. Ah, ça te change ça. Ah, ça fait mal ça, hein, top 14. Hein. Donc aujourd'hui, nous avions, malgré qu'une seule médaille, nous avions beaucoup de Français en lice. Nous avons Dimitri Grandjus sur 50 mètres nage libre, S4, Hector Denayer sur le 100 mètres papillon, S9, Emeline Pierre et Annalène Roulet sur le 100 mètres d'eau, S10, Solène Sage sur le 50 mètres pape, S5, et Assia Morin-Espion que tu parlais tout à l'heure sur le 100 mètres nage libre, S14, ouais, et David Smetani sur le 50 mètres nage libre, S5. T'as vu comment elle était triste cette petite? Elle m'a fait de la peine. Je suis nul, je voulais en profiter. Elle est un petit peu en dedans sur toute sa compétition. Je pense qu'elle a eu du mal à gérer son stress parce qu'elle a de très grosses qualités. Pour la connaître humainement, elle s'entraîne également à Vichy. Elle est super gentille, super humaine et je pense que quand elle va revenir à Vichy avec Nathan Maillet, qui est son partenaire d'entraînement, on va lui faire une grosse fête. Et puis tu seras là, évidemment, pour mobiliser cette équipe et pour toi te motiver déjà pour dans 4 ans. Emeline qui gagne, c'est ta grande copine, t'es comblé. Exactement, Emeline Pierre qui gagne ce soir, qui fait la 3e position, qui part très très bien, qui était aussi avec Annalène Roulet. Emeline part très très bien, qui fait une très grosse coulée, qui arrive à 15 mètres. C'était exceptionnel. Elle finit, il me semble qu'elle est 2e aux 50 mètres à 4 centièmes de Pape, qui est la championne paralympique en titre, la hongroise. Et elle finit 4e. La fin de course était très difficile. Ça devait beaucoup piquer dans les bras, je veux dire. On voit qu'à la fin, à l'arrivée, elle tend le bras, mais ça s'est joué à 2 centièmes avec Lisa Kruger, la néerlandaise. On est très heureux qu'elle ait pu gagner cette médaille. C'est très bravo pour elle. Ouais, il y a vraiment des superbes images. Et puis il y a des champions qui m'impressionnent totalement. Je l'avais vu ce matin et je viens de revoir cet après-midi. T'as un champion chinois qui part sans bras, un peu comme le brésilien. Mais lui il a 2 jambes. Mais quand il plonge lui sur un 50 mètres, il ne réapparaît pas. Alors que normalement, quand tu nages en compétition, il y a une distance où il faut ressortir de l'eau à un moment. Il ressort de l'eau, mais il y a juste sa tête qui ressort. En fait, c'est très impressionnant, c'est très hydrodynamique, c'est magnifique à voir. Ce chinois, il s'appelle Guo Qingcheng, il a 23 ans, il a déjà 6 médailles au compteur au championnat du monde, il en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 aux Jeux de Paris, avec un record du monde, il a fait plein de records du monde en ce moment, de 29-33 aux 50 mètres nage libre. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est exceptionnel pour quelqu'un qui n'a pas de bras. Rien que pour un nageur lambda, 29-33. Ah ouais, quand même. 29-33. Il est passé sous les 30 secondes. Aucun qui peut le faire, je vous rassure tout de suite. C'est impossible. Ah, c'est exceptionnel. Avec bras et jambes. Il est très très fort, il est très très solide. Alors il a une technique de nage assez particulière. Du coup, il est à la limite de l'eau et il bat des jambes. Il va très très vite. Son corps, il a la tête bien placée pour que sa nuque, etc. soit très très bien placée. On voit juste sa tête. Il y a juste sa tête qui dépasse. C'est formidable comment il nage. Il est très très fort. De la tête, il est comme une petite boule qui se déplace sur l'eau. Sa tête, c'est incroyable. Tu le suis, c'est impressionnant. Mais t'as l'impression qu'il respire jamais. Tu vois le garçon. Oui, c'est ça. Donc il a perdu ses 2 bras à l'âge de 6 ans dû à un choc électrique. Ça te fait pas penser à quelqu'un ?
Tu serais pas de l'académie Philippe Croizon, toi? Exactement. Ça fait penser à Philippe. Et petite anecdote sur lui, au début, quand il a commencé à nager, il devait nager avec une barre de 1,5 kg au niveau de la poitrine pour pouvoir le rééquilibrer parce qu'il savait pas encore trop utiliser ses jambes. Il a commencé à 12 ans la natation. Et vu qu'il avait pas de bras pour pouvoir s'équilibrer, les bras, c'est quand même indispensable pour nager. Bon, on voit bien que non, du coup, il nage 29-33, c'est exceptionnel, mais du coup, il avait une barre de 1,5 kg au niveau de la poitrine pour pouvoir l'équilibrer au niveau des bras. Mais on voit que maintenant, il en a plus besoin parce qu'il tape des records du monde. Il fait 5 médailles au championnat du monde et 5 médailles aux Jeux paralympiques, c'est assez exceptionnel. Et pour l'arrivée, ça me fait toujours... il va tellement vite qu'il de toute façon, il ne peut pas s'arrêter autrement. Et lui, il faut bien taper quelque part, mais quand tu n'as pas de bras, tu tapes avec ton front. Donc il a pleine vitesse, et il arrive pour taper son plot, en dessous du plot. C'est hallucinant. Et après, il monte pour célébrer directement, d'un coup sec, paf, sur la ligne de nage, qui est pas si simple, tu me le confirmes, Nolan, pour monter sur la ligne de nage. Ah non, parce qu'il y a c'est des sortes d'anneaux qui tournent, et en général, quand t'as pas de bras, déjà, moi, je galère un petit peu pour monter. Quand t'as pas de bras, ça doit être encore plus compliqué. C'est incroyable. Quelle image. Nolan, on te remercie pour toutes ces explications très techniques, cette façon de nager avec, sans bras. C'est, voilà, toutes les techniques que l'on voit dans ces jeux. On se souvient aussi de ton compagnon de travail, de course, qui s'est fait arracher le bras et la jambe par un requin et qui nage que d'un côté. Laurent Sauvard. Technique, voilà, on en reparle avec Jessica de tout ce que ça peut amener et l'envie d'aller faire du sport, même si on est handicapé. Il faut absolument, si on a un handicap, si on souffre de quelque chose, c'est de sortir et de faire un sport comme tu le fais toi. Nolan, merci à toi. Avant de retrouver Christelle et parler vélo, on fait un petit tour parce qu'on est dans l'eau avec l'un de nos journalistes vedettes, avec la Bible, avec Étienne Bonamy. Étienne qui est enfin arrivé à se connecter à Vers-sur-Marne, ce qui est jamais simple, parce qu'il est très loin, il a beaucoup voyagé. Je suis rentré de Vers-sur-Marne. Je suis rentré directement à la bibliothèque, tu vois, il y a tous ses livres. En fait, voilà, j'avais deux possibilités. À Vers-sur-Marne, où j'allais passer la soirée à Disneyland, voilà, et j'aurais vu beaucoup de monde, hein. où je rentrais dans mon bureau. Non, je suis allé à Vers-sur-Marne parce que les 3 derniers jours, là, aujourd'hui, demain, samedi et dimanche, c'est les 3 jours de compétition du paracanoë. Bon, c'est paracanoë, il y a déjà eu le para-aviron, le paracanoë, c'est 200 mètres, vous voyez. Il y a une épreuve qui n'existe que dans les Paralympiques, c'est le Va'a. Le Va'a, c'est la pirogue à balancier qu'on connaît à Tahiti. Et ben, elle sert sur des courses de 200 mètres. Donc, les premières séries avaient lieu aujourd'hui et ça continue hommes et femmes et les finales sont dimanche. Ça, c'est une occasion, on pourra en reparler dimanche, mais je voulais aussi voir ce site de Vers-sur-Marne que je connais parce que on parle beaucoup d'héritage, on parle beaucoup de sites, mais dès lundi, vous allez, le stade où va avoir lieu le CC Foot demain, eh ben, il va être démonté un peu partout. On va dévisser la Tour Eiffel, etc. Vers-sur-Marne, je sais que tu le sais, Christophe, mais ça fait depuis 1991 que ça existe. Vous voyez, quand on parle d'héritage des Jeux, on peut parler aussi de patrimoine des Jeux en France. Vers-sur-Marne, c'est en Seine-et-Marne, c'est pas loin de Disneyland, pour faire court. Tu l'as dit, et c'est un bassin nautique dans lequel on fait de l'aviron, du kayak cross parce qu'il est entré aujourd'hui au programme olympique. Et c'est une superbe base. C'est pas seulement une base de loisirs. Il y a que Pékin et Sydney qui ont été capables dans l'histoire des Jeux d'avoir à la fois un site qui propose du canoë, de l'aviron pour les Olympiques et pour les Paralympiques. Et c'est une vraie richesse. On s'est beaucoup posé la question au moment des Jeux en disant faut pas que ça coûte trop cher, tout ça. Et on a toujours cette tendance à dire on va construire, on va faire ceci, cela. On sait que le CIO encourage les candidatures à économiser. Et parfois on oublie qu'on a des super sites. Et la France, qui est un pays d'aviron, tu le sais, Aiguebelette en Savoie, il y a le lac d'Aiguebelette. Grand lac d'Aiguebelette, très souvent les championnats du monde. On sait que canoë-kayak, dans la ville de Pau, la ville de Tony Estanguet, il y a le site de Coupe du Monde, pareil à Bourg-Saint-Maurice. Et là, aux portes de Paris, moi j'invite non pas les Parisiens, mais les gens, allez un jour, si vous êtes à Disneyland ou pas, allez un jour voir, c'est un site magnifique. C'est pas cher, hein. Non, mais c'est un site... Non, c'est pas cher. Je crois, hein. Et en gros, les champions, ils y vont. Il y a eu déjà des Coupes du Monde, vous voyez, depuis 91, il y a eu des mondiaux, des Coupes du Monde, etc. Mais il faut savoir que vous avez regardé la télévision, le canoë-kayak sur cette espèce de serpentin artificiel. Et ben, il faut savoir que le canoë-kayak, en 92, à Barcelone, il a lieu à Seu d'Orguel. C'est au pied de Andorre. C'est à 150 km de Barcelone.
il a lieu là. En 96, à Atlanta, il a lieu encore plus loin, à 200 km de là, dans le Tennessee, dans une réserve indienne. Et en 2000, il va disparaître parce que les Australiens disent, mais nous, on ne veut pas de canoë, on n'a rien, les Blue Mountains, c'est loin. Et c'est EDF qui est un des gros partenaires des fédérations de sport en France, qui a dit, nous, on va vous inventer ce que l'on voit, des bassins artificiels avec des courants d'eau. Et ils ont créé ça, et ça a donné depuis 2004, 2008 à Pékin, et ainsi de suite. Et évidemment, en France, la première chose, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, ils ont construit ce site artificiel qui accompagne ce qui se passe à Pau, ce qui se passe à Bourg-Saint-Maurice, et qui fait que c'est une énorme base de travail. Vous vous rendez compte, on est aux portes de Paris, on peut faire de l'aviron, etc. Et il ne faudrait pas oublier dans l'héritage ce qui existait déjà, dans le patrimoine à entretenir. Ouais. En tout cas, c'est un bel héritage qu'on va laisser. Tu as bien raison, les Jeux Olympiques, il faudra en reparler de toutes ces disciplines. Voilà. Qu'on puisse pas garder on aura le temps de faire le point, mais bon, il y a des belles choses. Voilà, c'est pas seulement les tubulures qu'on a montées, c'est aussi ce qui existe, le vélodrome, la piscine, elle va être démontée, on va rejouer au rugby à Paris La Défense Arena, mais il y a des endroits où il va falloir, La Défense Paris Porte de la Chapelle va devenir un grand site, et pas seulement parce qu'il s'est passé de très belles choses cet été en Olympique et en Paralympique. Merci à toi. Tu vois, on commence à déjà parler de la fin, de la clôture, du démontage. Eh oui, il reste encore 2 jours, profitons-en. Soir, cher Étienne Bonamy, on fait le compte des médailles. Heureusement, la natation n'a fait qu'une médaille, mais le vélo était là. Eh oui, Christelle nous l'avait dit hier soir. Christelle Ribaud le rejoint sans plus tarder. Bonsoir Christelle. Bonsoir à tous, ouais. Nous, on garde un bel héritage avec le vélodrome, déjà. On peut y venir, même quand on est amateur, de temps en temps, s'entraîner? Complètement. On ouvre des baptêmes pour des gens lambda, pour qu'ils viennent essayer la piste. C'est vraiment essayer, je vous le conseille vraiment. En plus, il y a des super coachs, donc... Ouais. Oui, enfin, moi, on l'a conseillé, mais si tu veux, j'ai une légère appréhension de monter, tu vois. J'allais dire tout en haut, mais quand tu montes, c'est toujours en haut. Mais tu vois, sur la piste, d'aller là-haut, tu te dis, quand ça va redescendre, ça va aller vite. Ça peut brûler les fesses, non? Ah non, ça passe. Alors sur la piste, c'est vrai que quand au niveau, je vais pas vous dire les lignes noires, les lignes rouges et les lignes bleues. Dans le virage, si on est à la rouge et qu'on est à la balustrade, c'est pareil au niveau. Voilà. Après, c'est juste l'effort de monter, mais c'est vrai que les sensations peuvent arriver très vite et vraiment, je le souhaite à tout le monde. C'est pas grave, moi je suis partageur, tu sais, c'est mon côté fils unique. Faut venir. Je t'enverrai Jérôme Armand pour un défi. Il enlèvera sa casquette, il roulera à fond avec Fabrice qui enregistrera l'émission. Volontiers. Faut venir. Ça a bien roulé, c'était assez magique. On s'est fait des petits messages, on vous cache rien, sur Radio Sport ce matin. On avait la tactique, savoir comment les Français devaient faire pour, à deux, quand on est dans un groupe de 4, comment attaquer. Bon, on s'en sort pas trop mal finalement, garçons et filles. Oui, on se ressort avec 2 médailles d'argent et une médaille de bronze. Ce matin avec les garçons, Kevin et Gatien, j'ai appris que Kevin il avait été pris de crampes. On l'a vu. Hein. Ouais. Et puis Gatien qui avait fait des efforts un petit peu trop d'efforts en course et qui a pas pu. Je lui dis mais t'aurais dû attaquer. Il me fait il était cuit. Donc voilà, c'est ouais. Et puis la petite Heidi, quand le temps. Et puis la petite Heidi, derrière une grande légende, oui, c'est vrai qu'elle fait des médailles d'argent, mais c'est vraiment de beaux Jeux Olympiques pour elle parce que vraiment elle est jeune et je pense que elle a l'avenir devant elle. Mais c'est vrai que devant la grande légende parasportive anglaise, on l'appelle Dame Storey parce qu'elle a été nommée de l'ordre de l'Empire britannique. On dit l'ordre aussi, on dit sœur, on dit quoi pour Madame Sarah Storey quand elle est anoblie? On l'appelle Dame. On l'appelle Dame. Ouais, Dame Storey. Dame Storey, 19e titre quand même. Et pourtant, la petite, elle a eu du cran. Hein. Elle attaquait juste avant le virage, elle a lancé le sprint. Ouais, je pense qu'elle a fait la course parfaite, mais la Dame Storey, elle a vraiment résisté et c'est un beau podium quand même. Je pense que il y a des grandes légendes comme ça. Hein. On a vu complètement. En parathlétisme, voilà, il y a des grandes légendes du sport quand même. Hein. Elle a 19 médailles d'or. Elle a commencé par la natation. Elle a fait ses premiers jeux, je crois qu'elle les a fait en 98. En 92, si je me souviens bien, c'est en 92 à Jeux de Barcelone. D'accord. Et donc elle avait 15 ans. 15 ans, 14 ans, c'est un truc de dingue. Et voilà, après une otite, elle a passé, elle pouvait plus être dans les bassins, donc elle a changé de sport et, incroyable. Et voilà, je pense qu'elle a un moteur physique hors norme, hors norme. Il nous en reste encore demain des médailles à glaner ou pas? Oui, alors je pense que en C1, C3 hommes avec Alexandre Léoté, Thomas Dardet, Perroton,
Je pense qu'il peut y avoir une médaille d'or et une médaille d'un autre métal. Et le relais handbike, où je pense qu'ils ont de grandes chances de médaille d'or. C'est comment le relais handbike? Ça se passe comment? C'est garçon. Alors il y a 3 handbikers qui font. Alors ça va être sur un circuit. En général, c'est un petit circuit de 3 bornes, peut-être un peu moins même. Je sais pas comment il a été fait le circuit par rapport à Clichy-sous-Bois. Et il y a 3 handbikers qui donnent le relais. Tout simplement. Chacun fait un tour. Chacun fait son petit tour de 3 km. Oh, ça doit être très spectaculaire, en tout cas. Ah oui, c'est spectaculaire avec les virages, tout ça, comme ils arrivent pleine balle. Ouais, c'est vraiment beau à voir. Merci à toi, Christelle. Bonne soirée. En tout cas, bon entraînement demain matin. Je sais que tu vas rouler un peu, hein, comme toujours. Oui. On te connaît bien. Ouais. C'est ça, Léandie, à fond. Merci beaucoup. À demain. Yann Taberlet qui, lui, attend la neige. J'ai vu qu'il y avait un petit peu de neige sur un massif voisin. J'ai reçu une photo d'un copain hier. Il m'a dit, regarde Paco à la Grande Motte, là-haut à 3000. Ça a neigé. Tu confirmes, Johan Taberlet à Morzine? Ouais, je confirme. C'était la neige est pas loin. Ça s'est quand même pas mal rafraîchi. Alors pas à Morzine, mais effectivement au-delà, aux alentours de 3000 mètres, ça a blanchi. Voilà, c'est la petite image du jour, c'était mon petit coup de cœur. Ça me donne envie d'aller te défier sur tes pistes à Morzine, à Boria, parce que je dois me venger. Tu m'as battu une fois, voilà, avec ton petit fauteuil, t'inquiète pas, que je serai là. Je veux bien, Christophe, mais il va falloir skier un petit peu. Ouais, je vais essayer d'envoyer du gros, comme on dit, dans le domaine. Qu'est-ce qui t'a fait plaisir aujourd'hui? T'as plus un coup de cœur qu'un coup de gueule? Oui, alors moi j'ai un gros coup de cœur parce que cette athlète je la connais plutôt pas mal. On était dans les mêmes groupes privés de sponsoring et du coup je voulais revenir sur Sandrine Martinet, la judokate, la para-judokate. Qui a fait 6 jeux paralympiques. Exactement, c'était ses 6e Paris 24. Et j'ai trouvé en plus vu qu'on est en France et on est à la maison, elle était venue avec ses enfants et la finale a été, je trouve d'une émotion rare avec une athlète qui s'est donnée. On sentait qu'elle était fatiguée sur la finale. Ouais. Mais elle a vraiment tout donné et c'est une image aussi qui m'avait marqué à Londres. Elle s'était cassé la cheville en plein combat. Et elle avait continué son combat jusqu'au bout, qu'elle avait perdu malheureusement, mais elle avait été au bout de la compétition avec une malléole cassée. Donc pour te dire la ténacité du personnage. Et puis là, il y avait une émotion particulière sur ces jeux, notamment avec sa fille, son garçon et sa fille, mais sa fille était vraiment dans l'émotion pure. Et c'est ce qu'elle disait. En fait, elle était fière aussi de montrer ça à ses enfants, parce que c'est beaucoup de sacrifices familiaux. Et forcément, là, c'était la note finale. Et la petite, je pense, elle a tellement vécu dans l'émotion son match. Je suis même ému d'en parler parce que la petite, elle était très très dans l'émotion. Et Sandrine disait, voilà, là au moins, elle sait pourquoi elle voit pas souvent sa maman à la maison, et c'est pour vivre ce genre de moment. Elle a fait une très belle médaille d'argent. Voilà, il y a rien à regretter. Peut-être avoir des remords, mais voilà, bravo Sandrine. Et je pense qu'elle peut être fière d'elle. C'est une chouette maman, et comme quoi, vie familiale et vie de sport de haut niveau en para-athlète. Aujourd'hui, c'est possible, ce qui était un peu moins le cas à mon époque, mais aujourd'hui, voilà. En plus, t'as un rapport avec tes petits-enfants, toi, qui est assez hallucinant aussi, hein. C'est pour ça qu'on est tous émus. Quand on a des enfants, voilà, on sait que on fait ça aussi pour eux, pour laisser une trace, tu le sais, dans l'histoire. Oui, et puis, non, mais je crois qu'elle le faisait parce que c'était sa passion et c'est son truc. Sans dire qu'elle culpabilisait, mais voilà, ça lui a fait du bien aussi de s'exprimer comme ça devant sa petite. T'as le temps de rester avec nous ce soir, ou tu as pas d'occupation? Oui, tout à fait. On va parler de santé dans quelques instants. On parlera de sport tourisme aussi, et puis tu vas voir le défi de Jérôme, qui est allé voir Madame Hidalgo pour qu'on mette les agitos, tu sais. Je reste juste pour le défi de Jérôme. Ah là 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 là. Non, c'est pas vrai.
Avant de retrouver comme tous les soirs Jessica qui va nous rejoindre un instant en studio s'il vous plaît pour le magazine Sport et Santé contre le sport et voir les bienfaits de ce sport en ce moment en direct à la radio, à la télévision, sur les pure players comme Radio Sport. Rencontre aujourd'hui au Club France avec un athlète pas comme les autres, ils sont tous un peu différents. Bien sûr, chacun a son handicap. On est à la rencontre de Timothée Adolphe qui a fait 2 médailles d'argent en athlétisme, 100 mètres et 400 mètres et qui a la particularité de courir avec un guide qui ne doit jamais le dépasser, surtout sur la ligne d'arrivée. Mes sentiments d'un garçon qu'on appelle le guépard blanc, qui court très très vite, que ce soit sur le 100 mètres et le 400 mètres, et qui va nous le confirmer, a bien envie de continuer cette carrière en para et de nous accompagner jusqu'à Los Angeles. Voici Timothée Adolphe. 2 belles médailles d'argent. On s'est battu pour les avoir toutes les deux. On loupe l'or de pas grand chose sur le 100 comme sur le 400. Et donc voilà, c'est juste que dans un cas, sur le 400, on n'a pas la possibilité de s'exprimer pleinement pour ces problèmes de récupération qu'on a déjà évoqués. Au valide, on met 48 heures de récupération entre 2 tours, on a eu 7 heures. Et c'est un format de compétition qui permet d'avantager les plus résistants. Et du coup, sur le 400, qui est normalement le match entre les sprinteurs et les résistants, il n'y a pas ce match-là. Donc c'est regrettable. Et voilà, maintenant on va apprendre de nos erreurs, même si on n'a pas tant que ça. En réalité, c'est pas une erreur. C'est juste qu'on peut difficilement en fait adapter. C'est un problème de profil. Le profil, on peut le changer, sauf que si on le change pour le 400, ça va pêcher sur le 100. Donc faudra travailler pour avoir encore plus de marge sur l'adversité pour essayer d'aller chercher l'or. Et voilà. C'est avec Jeffrey, avec Charles et avec les autres binômes, avec les autres guides qui sont à l'entraînement, qui sont dans l'ombre, dont un qui est passé sous les radars mais qui fait partie aussi de mon projet, c'est Harold Achiao, qui est le premier athlète français à faire et les Olympiques et les Paralympiques, qui était sur ces jeux guide de Delia, qui faisait partie du relais 4x100, qui est quelqu'un humainement qui est incroyable aussi, qui m'a donné aussi des petits coups de main tout au long de la saison parce qu'il fait partie de notre groupe d'entraînement. C'est aussi une très belle récompense pour le coach Dimitri Dominière. Avec Jeffrey, ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble depuis que j'ai décidé de reconstruire une équipe après les Jeux de Rio. Donc voilà, on avait été champion d'Europe, champion du monde juste avant Tokyo. Il y a eu une disqualification qui nous joue des tours en demi-finale à Tokyo. Et donc là, c'était important de ramener une médaille à la maison. Et avec Charles, c'est une collaboration qui a commencé maintenant il y a 1 an et demi. Donc voilà, c'est aussi une belle récompense après 1 an et demi de travail, une médaille d'argent au jeu. Donc voilà, chacun est argenté, il n'y a pas de jaloux. Le public français a pu découvrir beaucoup de disciplines, a pu découvrir le paralympisme dans toute sa splendeur, dans toute son ampleur, qu'il a pu réaliser que en fait le paralympisme c'est pas un sous-sport, c'est pas le petit frère des Olympiques, mais c'est juste son jumeau, que c'est du show, c'est du spectacle aussi, qu'il y a des perfs incroyables dans toutes les disciplines. Et voilà, et je pense que le public français a été conquis, qu'il a pu découvrir vraiment quelque chose. Maintenant, il faut que ces jeux, en termes d'héritage, parce qu'on a beaucoup parlé d'héritage, ça soit un booster, ça soit un point de départ, en fait, et pas une finalité, au contraire. En termes d'accessibilité numérique, dans les transports, de manière générale, il faut que l'accessibilité, en fait, on prenne conscience que c'est un sujet pour tous et pas que pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, il faut avoir conscience qu'il y a des choses qui ont été créées à la base pour des personnes en situation de handicap, comme le SMS qui a été créé pour les sourds, la télécommande pour les paraplégiques, qui sont des objets des choses qu'on utilise au quotidien et que tout le monde utilise. Et voilà, on est sur une époque où il y aura probablement une espérance de vie qui va augmenter. Par contre, on ne sait pas dans quel état forcément on va le vivre. À n'importe quel moment de notre vie, on peut connaître la maladie, le handicap. Et en fait, l'accessibilité, c'est juste faciliter la vie de tout le monde.
Donc voilà, faut juste s'en donner les moyens. On a les moyens technologiques de le faire en France. Faut juste vouloir mettre la main à la pâte. Ouais, c'est un bon bilan que vient de dresser en tout cas Timothée Adolphe. On fera plus tard le bilan même dimanche avec Johan Taberlet, avec Christelle, avec Nolan ou avec Philippe Croison qui sera notre invité pour parler de l'accessibilité pendant les Jeux. J'accueille Jessica quand même, je lui fais un petit coucou parce qu'on va parler de sport et de santé dans l'instant. Non, parce que je pense à ça, je pense à l'accessibilité et c'est un moteur aussi pour le sport, que ce soit à l'école ou pour tout le monde, c'est ça pour tous les parents. En tout cas, cet engouement du public pour ces Jeux olympiques et notamment bien sûr paralympiques, ça a permis effectivement de mettre en lumière, mais plein de belles choses, plein d'initiatives qui vont arriver au fur et à mesure. On va en parler dans un instant. Bien sûr. Je voulais qu'on complète ce dossier, tu vas voir, c'est assez intéressant parce que tu as aussi les sportifs qui sont valides, qui accompagnent de temps en temps les athlètes comme Timothée Adolphe, ils ont fait 2 médailles d'argent. Je dis, ils font parce qu'il y a 2 guides différents. Il y en a un pour courir un 100 mètres, c'est une spécificité, et l'autre un 400 mètres, plus endurant, plus de longueur. Il faut un rythme, il faut se connaître. Je voulais absolument qu'on aille à la rencontre de ces hommes différents, ces hommes de l'ombre quelque part. Voici Charles et Geoffrey qui sont donc les guides de ce champion en argent, Timothée Adolphe. Il peut y avoir tout niveau, un non-voyant qui débute peut avoir un guide qui a un niveau régional. En l'occurrence, Timothée, qui était déjà un athlète paralympique, justement avait besoin d'un athlète haut niveau qui était aux portes des équipes de France. Donc il faut avoir un niveau national et être même dans le top 10 français pour pouvoir prétendre guider Timothée. Et sur le 100 mètres, il lui faut à peu près 5 dixièmes d'écart. Donc avec Timothée un record en 10,90. Ouais. Donc l'idéal c'est d'avoir un record entre 10,40 et 10,30 sur 100 mètres. Et au minimum. Voilà. Et sur 400 mètres, il faudrait 4 secondes d'écart. Donc moi j'ai un record en 46,76 sur 400 mètres et Timothée, ensemble on a le record d'Europe en 50 secondes 0,3. Ça veut dire par exemple pour faire une image, si on met Marie-Josée Pérec ou un grand coureur, un 200 mètres avec Christophe Lemaître, ça va l'aider ou ça va le défavoriser l'athlète? Timothée par exemple avec un athlète comme Christophe Lemaître. Oui, connu pour faire un coup d'éclat quoi. Non, pas du tout. Il faut juste que le guide corresponde à l'athlète. C'est-à-dire que quand on cherche un guide, il faut qu'il y ait un critère de taille, un critère de poids, un critère de foulée qui peut correspondre. Exactement. Un critère aussi de localisation, c'est important. S'il y en a qui habitent à Marseille, l'autre qui habite à Lille, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et après il y a l'aspect aussi humain. Développer des qualités comme l'empathie, l'écoute, la communication, savoir être avec quelqu'un et aussi se mettre un peu en retrait parce que l'athlétisme c'est un sport individuel, on a l'habitude d'avoir la lumière sur soi et là on passe sur un sport qui passe sur un sport d'équipe, mais en même temps on doit savoir se mettre en retrait parce que au final c'est Timothée, c'est sa discipline et nous on est là pour l'accompagner. Il faut plus que du professionnel. Moi ça fait 8 ans que je guide Timothée, j'ai vu des guides passer, des guides qui sont restés 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais au bout d'un moment, s'il n'y a pas ce lien, s'il n'y a pas ce petit truc en plus, c'est difficile de rester dans le projet. Il faut savoir que c'est comme si on était un couple. On est au quotidien avec et il faut savoir se supporter l'un l'autre au quotidien. Et si c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à développer avec notre partenaire, au bout d'un moment ça casse. Et ça peut casser dans des moments de défaite par exemple. C'est quand on gagne. C'est beau, cool, tout est beau, tout rose. Exactement. Tout est doré, mais une défaite, c'est là qu'on voit le vrai côté sombre. Et oui, là, dans la défaite, la douleur, tout ressort. Et puis même en situation de stress, comme en grand championnat, faut aussi si on connaît pas correctement la personne qu'on guide, qu'on accompagne, c'est vrai que trouver les bons mots pour l'apaiser, trouver les bons mots pour le motiver, etc. Donc s'il y a des tensions et qu'il est pas à l'aise on n'est pas à l'aise l'un et l'autre de courir ensemble, ça peut très vite se ressentir sur la piste également, quoi. Ce lien, pour le matérialiser, il existe en plus. Il est au poignet à chaque fois. Oui, totalement. Et vous avez envie de temps en temps, et vous savez, il faut vous freiner avant l'arrivée, quoi. Ça, c'est le plus difficile peut-être pour vous. Non, ça va, j'y pense pas forcément. J'avoue qu'au début c'était compliqué parce que justement fallait trouver ce rythme avec Timothée. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose à force de travailler qui est acquis et non, j'y fais même plus attention parce que aussi le fait d'être synchronisé, d'être vraiment à côté de Timothée, ça fait que j'ai pas besoin de forcément freiner. Si j'étais vraiment devant lui,
là je devrais freiner et après oui il peut y avoir des risques de blessures et même des risques de disqualification parce que si je freine pas assez ou qu'il est un peu trop derrière, s'il passe pas la ligne avant, c'est disqualifié. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu des petits conflits, hein, Jérôme, on l'a remarqué. C'était passionnant de courir comme ça. T'imagines, on court ensemble, comme ça, en couple, en trouble. Hein, on peut essayer. 3, ça va être compliqué quand même. Sur un plateau de télé. Jessica, c'est fou, ça donne envie, on le voit. T'as envie d'aller moi, j'avais envie d'aller courir avec un athlète pour voir ce que ça faisait, quoi, carrément. Savoir si je suis bon sur 50 mètres, par exemple, de pouvoir l'accompagner. Tu penses que ça va donner plein d'idées à des jeunes, à des moins jeunes, qui soient valides ou qui soient justement handicapés, de venir vers le sport grâce à ces jeux qui nous montrent tellement de choses? Mais c'est certain, c'est ce qui s'était passé d'ailleurs déjà après les JO de Londres. On avait vu un pic, bon c'était un peu redescendu, mais là en tout cas, la France est en train de s'organiser, là on est au taquet, je peux vous dire, pour accueillir toutes les personnes en situation de handicap, parce que c'est quand même une personne sur 6, rendez-vous compte, 12 millions de Français qui ont un handicap, parce que nous on faut le rappeler, mais tu as raison, c'est 12 millions, 1 sur 6. Oui, mais bien sûr, alors on voit le handicap visible, mais 80% des handicaps sont invisibles. Et ça veut pas dire qu'ils ne sont pas handicapants. Donc bon voilà, on en reparlera. Même si c'est souvent la société qui est handicapée, oui. Totalement. Donc c'est important de préciser qu'il y a énormément de personnes en situation de handicap et seulement 47% de ces personnes disent faire une activité sportive, ce qui peut être un petit peu problématique quand on sait que le sport permet de se maintenir justement en bonne santé. Alors sachant que moins de 2% des clubs sportifs se disent en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap, vous imaginez 2%, même pas 2% des clubs en France peuvent accueillir des personnes handicapées, donc c'est pas normal, on peut comprendre que ce soit forcément décourageant de se mettre au sport. Oui, c'est sûr. Alors moi j'ai une petite application, ça va, je sais comment j'ai couru aujourd'hui, comment j'ai marché, une santé forme. Hein. Super. De faire 5 km minimum par jour, tu vois, j'essaye, c'est une petite base. Il y a des initiatives qui se mettent en place pour booster un peu cet élan ou pas? Alors il y a plein d'initiatives, c'est génial, notamment le club inclusif. Donc ça c'est mis en place par le comité paralympique et sportif français. Et ce club inclusif va donc permettre l'accompagnement de nombreux clubs qui souhaitent accueillir tous ces futurs athlètes, quelles que soient leurs conditions physiques, et notamment là, le gros projet de cette saison 2024-2025, c'est d'accompagner, de soutenir, de former plus de 3000 clubs en France. Donc ça, c'est génial. Et là, c'est un vrai pas en avance, enfin, concrètement. Mais tu es le côté positif de cette soirée, tu es un rayon de soleil. T'as d'autres bonnes nouvelles comme ça, Jessica? Alors, il y a plein de bonnes nouvelles et des aides aussi, et pas que des promesses, c'est important de le dire aussi. Des aides financières. Des aides, des soutiens financiers, toujours pour encourager la pratique du sport. 10 millions d'euros par an pour les ARS, un vrai soutien également aux fédérations, et puis, ça c'est important de le dire, on n'en a pas parlé, la hausse du remboursement des fauteuils pour la pratique sportive. On va parler avec Yohan qui va nous rejoindre à la fin de ta chronique dans un instant parce que on l'a vu en fauteuil avec nous, comme il n'a pas l'usage de ses jambes, Yohan Taberlet, et lui il a sa petite mobilette qui lui coûte quasiment 10 000 euros, on va nous en reparler dans un instant. Juste, je vais te dire une banalité, mais le sport, c'est l'affaire de tous. La santé, c'est notre affaire aussi. Alors effectivement, maintenant, c'est un secret pour personne, on le sait. Et pourtant, il faut le rappeler, plus de 95% des adultes sont exposés, c'est-à-dire quasiment nous tous, finalement, sur ce plateau. Tout le monde est exposé à... Écoute bien, Jérôme. Preuve en est, on est assis, en fait, à un risque sanitaire, justement, par manque d'activité physique ou tout simplement parce qu'on reste assis trop longtemps. 95% des adultes. D'où l'importance. Tu veux dire que nous, le corps humain, il doit être soit allongé, soit debout, quoi, en gros. On doit bouger. En tout cas. Non, mais même... allongé, à la limite, ta position te fait moins mal qu'une position assise, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en étant allongé, c'est pas bon non plus. Il y a d'autres problèmes. Donc, en gros, faut être actif. Écoutez mes chroniques santé. Même quand on est assis, même quand on est au boulot, même quand on est dans un studio, il faut se lever, il faut bouger. Même. Faire le tour du bureau, c'est pas gênant, mais bouger. Voilà. Et donc ça, c'est important de rappeler toute cette sensibilisation au sport santé pour tous, pas seulement pour les personnes en situation de handicap. Et je termine simplement en vous disant que le gouvernement a décidé de faire
C'est ça. Notre président. Barnier 1. Notre président actuel a décidé, c'est la première fois que ça arrive, de faire de la promotion de l'activité physique et sportive la grande cause nationale 2024 pour inciter justement à bouger au moins 30 minutes par jour. Voilà, ça fera du bien à tout le monde. Jérôme. Dans le petit pack, Fabrice, que disait docteur Michel Simès par rapport à bouger tous les jours et non pas qu'une seule fois par semaine. Oui. Tu t'en souviens? C'était surtout pour se brosser les dents. C'est de brosser les dents. Paco, il m'a dit, tu te brosses pas pour rattraper, tu vas pas te brosser 7 fois les dents le dimanche. Hein? C'est tous les matins. Donc tu continues. Johan Taverlet qui est avec nous parce qu'il y a le défi. C'est intéressant tout ce qu'on vient de dire. Tu le sens, toi, tu le sais, tu le vis au quotidien dans les animations avec les jeunes. Est-ce qu'il y a plus d'argent? Est-ce qu'il y a une vraie volonté ministérielle ou même municipale chez toi dans une station comme Morzine-Avoria? Ouais, je crois que les clubs sont motivés et les clubs cherchent à ouvrir la pratique, même s'il y a encore énormément de travail parce que, comme tu disais, il y a Jessica, il y a encore beaucoup de travail derrière à faire. Mais je crois que plus généralement, il y a quand même un effet sociétal à tout ça. C'est que qu'on soit valide, on dit le problème, il vient de la culture et de l'organisation qu'on peut donner à nos vies pour pratiquer une activité. En fait, si on n'a pas envie, si on se donne pas les moyens aujourd'hui, c'est compliqué. Et en fait, c'est là où je pense qu'il y a des solutions politiques à trouver pour organiser nos journées afin de favoriser le fait de se dire, allez, on va bouger, on va faire quelque chose, on va pratiquer une activité. C'est beaucoup le cas dans le nord de l'Amérique, au Canada notamment, où la vie est organisée pour laisser aux gens le temps de pratiquer et d'échanger et de faire des choses en famille. Échanger tout le temps, comme je te chambre à chaque fois, mais c'est vrai que de skier avec toi, ça m'a apporté une ouverture incroyable, parce que il faut y aller aussi, quoi. Il faut le faire avec vous, il faut le faire ensemble. Quand on écoutait les guides tout à l'heure, de pouvoir faire un 100 mètres, un 400 mètres, hein. Il faut s'essayer à chaque fois et il faut vivre ensemble. Jérôme, son défi, est-ce que les Agitos vont être sur la Tour Eiffel? Est-ce qu'ils vont être à l'Élysée? Est-ce qu'ils vont être sur Paris 2024, à l'Arc de Triomphe? Puisqu'on veut les garder combien de temps d'ailleurs, ces anneaux, finalement? Alors, c'est très flou, j'allais dire. Parce que pour l'instant, on ne parle que des anneaux. Des anneaux sur la Tour Eiffel. Oui. On ne parle pas des Agitos. Les Agitos, je rappelle, ils sont sur le lac. C'est pour ça qu'on fait campagne sur Radio Sport. Ils sont sur le lac de Triomphe, etc. Nous, on fait campagne sur tout. Et pour ça, on voulait aller voir. Alors, Madame Hidalgo a fait une conférence de presse ce matin. Elle dit, c'est moi qui décide, puisque la Tour Eiffel appartient à la ville de Paris. Sauf qu'elle a oublié qu'il y avait elle veut pendant 4 ans, c'est ça? Oui, non, jusqu'en 2028. Au prochain jeu, oui, effectivement. Derrière, il y a quand même la famille qui dit, la Tour Eiffel, on ne veut pas que ça soit associé à la famille de Gustave. La fille de Gustave, la famille de Gustave, associée, etc. Pierre Rabadan, j'allais dire le ministre des Sports, l'adjoint au sport, Monsieur Sport, dit, on n'a pas dit que ça serait là ad vitam aeternam. De toute manière, même si quelqu'un décide de les laisser, ils sont trop lourds. Hein, ils ont été faits par. Il faut les changer. Voilà, ils ont été faits par Mittal, ArcelorMittal. Donc il faut les descendre. Donc elle dit, en attendant qu'on en fabrique d'autres, on les mettra au pont d'Iéna, je ne sais pas où. Bref, moi je me dis, je suis perdu. Donc y aller. Et j'y vais aller. Alors, je sais pas si vous allez voir si j'ai réussi à l'avoir et tout. C'est compliqué, c'est compliqué pour la rencontrer, mais j'ai quand même tenté. Toi qui as failli avec Johan Taverlet assister à une épreuve sans payer, même pour 5 €, tu es capable de tout, même à l'hôtel de ville. Reportage. On est à la fan zone hôtel de ville. On va essayer de rentrer voir Madame Hidalgo. Bonjour, est-ce qu'on peut aller voir Madame Hidalgo par là? Madame Hidalgo, elle est pas là, mais vous allez voir quelque chose de bien sympa dedans. Comment ça, elle est pas là? Elle est pas là, pas disponible. D'accord, mais on va voir quelque chose de sympa. C'est sympa. Allez-y, allez voir, c'est sympa. Bon, on y va. Bon, Christophe, première étape réussie, on est rentré dans l'hôtel de ville de Paris, mais Madame Hidalgo, elle est pas là, on peut pas la voir. Mais regardez qui on a vu. On a vu là-bas le cheval qui s'est baladé sur la Seine avec la cavalière. Allez, on va vous montrer de plus près parce que c'était une des attractions dont tout le monde se souvient, dont tout le monde se souviendra sur cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Allez, suivez-moi, on va voir le cheval de plus près. La fameuse cavalcade de Zeus, voilà, ça a été sur la scène. Regardez le cheval, regardez les détails. Donc c'est fait en alu, en acier, en titane, avec tout le mécanisme. C'est vraiment un exploit. C'est vraiment fantastique. Et là, on a la chance
de le voir de près et de le faire découvrir à tous nos auditeurs et à toi, Christophe Paco. Voilà, elle est là, celle qui chevauchait le cheval, une merveille de technologie qui a émerveillé le monde entier, des milliards de téléspectateurs avec l'aide de Sanofi. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était un alu. Regardez là, c'est elle pendant je sais plus combien de kilomètres sur la Seine. Elle s'est baladée. Avant, il y avait eu des entraînements en Bretagne, sur l'océan, etc. Mais c'est elle qui nous a régalé. C'est peut-être celle dont on se souviendra de cette cérémonie des Jeux Olympiques à Paris. Alors demain, on va faire un lien avec le cheval qui est là. Demain, ce ne sera pas un cheval en alu. Demain, avec un vrai cheval. Je vais essayer d'aller faire un défi avec un cheval de dressage. À demain. D'accord. Mais en personne valide, tu mets pas un handicap, non, tu fais directement. Non, parce que le dressage, le paradressage. Tu sais parler à l'oreille des chevaux, toi. Je sais parler, comme Robert, d'être Redford. C'est lui qui parlait à l'oreille des chevaux. D'ailleurs, c'est un petit air de Robert, non? J'ai un petit air de Robert. Des fois, mais pas de Redford. Des fois, on me prend pour Steven Spielberg. Non, pourquoi j'ai fait ce... Bon, on a essayé de rentrer. On est rentré, on n'a pas pu la voir, mais ce qui est important, c'est qu'il y a quand même des choses qui restent sur les jeux. Et cette exposition, c'était quelque chose qui restera. Le cheval de fer et Philippe Catherine tout nu, on est tranquille. Et tu sais, il va rester un maillot vert aussi, je pense, dans les jeux, comme les maillots bleus. Albert va s'approcher du micro. On voulait juste vous avoir 2 minutes parce que vous êtes venu en spectateur ce soir. Albert, vous êtes bénévole. Et comment avez-vous vécu ces jeux, de voir ce cheval encore ce soir? Est-ce que vous vous souvenez de l'émotion des autres jeux, quelque part, qui semblent loin presque? Oui, ils sont loin. Et surtout, je voudrais pas oublier ce moment. La banane qu'avaient les gens, les spectateurs, les forces de l'ordre. Là, je travaille avec les chauffeurs de bus. Et tout le monde a la banane. Je prends un bus le matin et le chauffeur me dit, mais je vous reconnais, je vous croise, vous êtes à la gare là. Et... Vous êtes sur quel site, vous? Là, actuellement, je suis sur la gare de Saint-Quentin en Yvelines. Et qu'est-ce que vous faites? Vous indiquez le chemin, c'est avec les grosses mains roses ou vous distribuez des petites bouteilles d'eau? Je guide les volontaires et les accrédités qui viennent et pour les directement à sa place. Voilà. D'accord. Voilà. Vous chantez un peu, vous faites un petit spectacle. J'ai vu qu'il y avait plein de choses, il y en a qui balayent en dansant, en faisant du breakdance. On l'a fait. J'étais sur le beach volley. Ouais. Stadium Eiffel. Bon choix. Les JO, oui. et on a dansé. On a dansé avec les forces de l'ordre, on a dansé avec les spectateurs. C'est ça qui est bien. C'est un peu comme après le 13 novembre, tu sais, quand on est allé, on a embrassé un flic, quoi. C'est même devenu une chanson. Il s'est passé quelque chose pendant les Jeux. Il faut qu'on garde ça. On avait un petit peu peur qu'il y ait moins d'ambiance. Est-ce que vous l'avez senti depuis lundi, depuis la rentrée des classes, ou est-ce qu'on garde un petit peu cet esprit olympique quand même? Non, moi je dis qu'on la garde. On la garde cet esprit. Même si tout le monde est rentré, même s'il y a un public différent dans le métro, dans les gares, par exemple? Non, je me suis déplacé en métro la semaine dernière pour aller au Stade de France et c'était pareil. Les gens avaient la banane, les enfants étaient déguisés, ils allaient au stade et ils allaient encourager leur équipe. Ça chantait, les Anglais. J'ai même fait une vidéo c'était des supporters d'Azerbaïdjan. Ouais, c'est génial. Ils avaient gagné. Et dans les travées du Stade de France, ils s'étaient regroupés et ça y allait. Ils chantaient. Ah, c'est beau, hein. Il y a du chant. En plus, il y a des karaokés. On chante du Jodassin, on chante du Aznavour. Moi, je suis allé d'entrée avec Antoine Dupont quand on allait. On n'oublie pas, mais ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce qu'on a chanté? Du Edith Piaf, on a chanté du Aznavour. Du Aznavour, du Edith Piaf. Dans les Jeux d'Émilie, on a chanté. Les Jeux d'Émilie, on a chanté. Non, mais les Jeux, c'est la fête. C'est la fête du sport. C'est vraiment la fête, Albert. On a vécu une trêve, hein, parce que c'est aussi une trêve olympique. On est loin de tout ce qui se passe dans le monde. Mais qui va nous rattraper par rapport à l'actualité. On espère que ça va se calmer un peu sur tous les fronts, mais c'est tellement difficile, on le sait. C'est pas un vœu pieux. Pour conclure, vous êtes un sportif dans l'âme. C'est pour ça que vous avez choisi d'être bénévole, ou vous voulez juste vivre Paris 2024 différemment parce que vous êtes français? Non, je suis un sportif dans l'âme et habituellement, je regarde les JO à longueur de journée parce que on voit des sports qu'on ne voit pas habituellement. Et là, en fait, je me suis immergé et j'ai pris mon pied. On peut comprendre, parce que nous, déjà, en tant que journalistes, même habitués, on a pris un pied formidable. Merci à vous, Albert, aux côtés de Jessica, que je salue dans Sport et Santé. Dans quelques instants, Jules va nous rejoindre pour le top 5, mais auparavant, David Savary est avec nous pour Sport et Tourisme. Bonsoir, David. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, tout le monde. Ravi de retrouver. On a parlé du pull de Renault il y a quelques instants. C'est bon, tu l'as. Il manque plus que le Ricard pour le PSG. On est au top. Oui. Bon. Je chambre. Je ne fais pas de commentaires. Pas de commentaires. Les paras, on a dit, Jessica vient de le rappeler, c'est bon pour le sport, pour le physique, pour le mental. Et on peut faire même des sports où tu peux même pas l'imaginer. Par exemple, tu veux me parler ce soir de para-escalade?
Oui, je voulais parler d'escalade d'abord, parce qu'il y a un réseau, le plus grand réseau de salles d'escalade en France, qui s'appelle Climb Up. Il y a 31 salles. La dernière qui a été inaugurée est située au Mans. Et ce réseau, il s'est associé à une technologie assez novatrice, une technologie alsacienne, qui s'appelle le footing vertical, et qui permet donc à des personnes en situation de handicap ou des paraplégiques notamment, de pouvoir faire de l'escalade. Comment? Ils sont assistés par une sorte de treuil, c'est un enrouleur motorisé qui leur permet de. Alors c'est comme un peu comme un vélo assistance électrique. Si on pédale pas, ça n'avance pas. Là, c'est pareil. Le grimpeur cède de ses bras. Et la machine, autrement dit, ce treuil compense les efforts qu'il ne peut pas faire. Ouais, comme une donc sorte de palan, tu veux dire. Ouais, d'accord. Oui, c'est une sorte de palan, mais extrêmement développé parce qu'il y a plein de capteurs qui s'adaptent au niveau et à l'handicap de la personne. Donc c'est vraiment une assistance personnalisée. Donc c'est génial parce qu'auparavant, les personnes qui étaient handicapées, j'aime pas ce mot-là, mais personnes handicapées ou en surpoids ou même les seniors, ne se contenter que de regarder dans les salles d'escalade. Désormais, ils vont pouvoir pratiquer. C'est une discipline qui s'ouvre à toutes ces personnes et ça, c'est génial. Donc, ça va vraiment se démocratiser parce que je crois qu'à terme, la technologie, donc qui s'appelle footing vertical, pourra être commercialisée dans plein d'endroits. Ouais, c'est génial. Il faut trouver, on va trouver tous les détails, bien sûr, sur ton site, de Sport et Tourisme. Ouais. Il faut encourager des initiatives qui peuvent nous permettre, quand on peut pas, tu as dit même sur des personnes en surpoids, de pouvoir faire un sport que tu n'auras même pas imaginé pouvoir pratiquer un jour. C'est bien ça, David? Absolument. Et puis on peut aussi penser aux seniors. Il faut continuer à faire du sport même quand on avance en âge. Et là encore, on peut être assisté par tout un tas de techniques, de technologies. Donc ça va dans le bon sens en tout cas, oui. Superbe. Merci David Savary. Bonne soirée à toi. Merci. Paris. De même. De foot, parce que je pense que tu vas regarder des matchs de foot comme nous ce soir, avec Kiki tout devant et puis les petits nouveaux, comme Jules, qui attend que ça pour rentrer à la maison. Notre stagiaire de l'été, qui va suivre le foot. Je sais que t'adores ça parce que t'as commenté le foot avec nous. Ouais. Eh oui, heureusement. Avec Fabrice, c'est vrai, depuis l'Euro, on est là, avec le petit Jules. Jules, ce soir, ton top 5 paralympique. Bonsoir à tous. Alors le top 5, on va commencer, on va faire vite avec Marcus Rehm, star allemande, qui a été sacré au saut en longueur des Jeux paralympiques. Il est arrivé en retard à sa cérémonie de remise des médailles. Une soirée plutôt arrosée pour fêter son titre. Il a dit « La fête n'est pas terminée. Hier, en parlant de mercredi, j'ai célébré sans la médaille. Aujourd'hui, je vais profiter de la fête avec la médaille. » Et je pense que là, on le croit sur parole. Puis la deuxième photo, c'est Rogerio Junior Xavier de Oliveira, alors qu'est-ce qui lui arrive, l'accent, qui tient une pancarte avec écrit Eduarda, veux-tu m'épouser? C'était après un match. Ah, c'est le deuxième de Parabat. Voilà, ouais, les demandes en mariage qui se multiplient aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Troisième image, alors là, je sais pas si vous avez vu passer sur Twitter X, c'était la Frige. Et qu'est-ce qui lui arrive, Serge Lapin, la mascotte de la RATP, qui danse comme ça dans le métro parisien. Je connais pas la mascotte de la RATP. Comment tu l'appelles? T'as vu les petits autocollants dans le métro avec écrit « Ne te coince pas la main ». Ah si, bien sûr. C'est très fort. Eh ben oui, Serge Lapin. Serge Lapin. Ce matin. Pardon. Vas-y. Et quatrième photo, alors on essaie d'en profiter un maximum, le stade de Cécile Foot avec la Dame de Fer et derrière ce beau ciel. On profite un max avant la fin de ces Jeux paralympiques. Quelle image, quoi. On profite. On a juste un regret, c'est pour les cyclistes, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'ils soient... Bon, j'ai rien contre Clichy, Sous-Bois, c'est pas du tout... Non, c'est pas la ségrégation, c'est juste quand tu as roulé, par exemple, dans les rues de Montmartre ou quand tu arrives au pied de la Tour Eiffel, c'est... le truc en plus, quand même. Oui, sauf que, rouler à Montmartre, la rue Le Pic, c'était peut-être pas possible pour du handi vélo. Même en week-end, tu crois? Non, mais physiquement, je parle pour eux. Physiquement, je veux dire, je pensais que c'était pour eux. Parce que la côte, c'est quand même tous ceux qui l'ont monté. Au moins arrivé, tu vois, à Tour Eiffel. Oui, au moins la Tour Eiffel. Ouais. Tu vois, tu bloquais les quais parce qu'on sait bien le faire avec Madame Hidalgo. Tu sais bloquer un quai. Bah oui, ça. Tu peux y arriver quelque part. Je dis ça, rien. S'il y a les agitos, on verra comment ça va se passer. Non, mais demain, on sera au pied de la Tour Eiffel d'ailleurs pour le CC Foot et la finale de l'équipe de France. Ah oui, on va gagner. L'Argentine. Déjà, on va éviter le Brésil parce qu'on les a pris la dernière fois, on a pris 3-0. Mais l'Argentine, ça nous a pas réussi dernièrement. Mais faut oublier. On a un super buteur en CC Foot. Comment il s'appelle déjà le buteur? Je sais plus, il a marqué le but hier, 1-0. C'est le capitaine. C'est le capitaine. C'est un an là. Oui, je sais pas, mais c'est un super. Frédéric, je sais plus. Virevoix. Je vais te le retrouver. Ouais. Mais en tout cas, c'est un super joueur. Très bien. Dernière photo? La dernière, là,
Là, c'est la on peut appeler ça la muraille de Chine, hein, vu que ce sont des Chinois. Là, on peut voir au goalball, hein, regardez cette image où deux personnes se démêlent pour arrêter ce ballon. Franchement, les deux positions, franchement, c'est une belle image. Hein. Regardez, ils tiennent juste à la force de leurs mains et je trouve ça quand même incroyable. Peut-être qu'ils auront déjà fait le breakdance au gym, c'est possible. Hein. Mais tu vois, finalement... Ça sert. Non, mais quelle photo, quoi. Elle est juste extraordinaire, cette photo. J'adore. Pareil avec des Américains. Peut-être que... Je ne m'y connais pas assez en goalball, mais peut-être que c'est normal. Alors, oui, c'est une position normale. Hein, position normale dans le goalball. Tu voyais quelque chose d'autre, toi, quelque part? Je sais pas. Est-ce qu'on a parlé de sexualité hier soir avec le docteur? Non, pas du tout. D'accord. Il nous reste 30 secondes. On rappelle les médailles du jour. Monsieur le boss, monsieur Fabrice. Alors, dans les médailles du jour, Heidi Gauguin en argent en course en ligne pour le vélo. Scénario identique avec battu au sprint Kevin Lecunff en médaille d'argent également. Alexandre Loveras et son pilote Johan Payot ont décroché médaille de bronze en course en catégorie B. Emeline Pierre qui a fait une médaille de bronze en natation sur le 100 mètres d'eau S10. Et on trouvera donc demain Frédéric Villeroux avec cette équipe de France à l'assaut d'une médaille d'argent ou d'or. Ah, mais ça, c'est bien. Ouais, tu pourras mettre la Marseillaise. Il est 20h. Merci de nous avoir suivis. On se dit à demain. 19h, 20h pour Bonsoir Paris sur Radio Sport. Radio Sport.